Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. J'aimerais profiter de ce live pour un petit peu expliquer ma démarche et vous expliquer un petit peu pourquoi je fais toutes ces vidéos. Parce que pour moi, c'est important aussi de me présenter et puis de partager un petit peu mon parcours dans les drogues. Donc tout d'abord, si je fais ce genre de vidéo, c'est pas pour être moralisateur, c'est pas pour donner des leçons à des gens. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de choses que j'aurais pas dû forcément faire. Et c'est sûr que la consommation de drogue a fait que j'ai été vraiment stupide par moments dans ma vie. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. J'ai eu la chance d'avoir toujours une famille qui était très unie avec moi, qui ont toujours tout fait pour m'aider et je leur en serai éternellement reconnaissant. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'être aidé par des gens. Et puis, ça fait quand même à peu près une trentaine d'années que je suis dans le domaine des drogues. Ça fait plus de 30 ans que j'ai fait mon programme de réhabilitation et j'ai acquis quand même pas mal d'expérience dans ce domaine. Et mon but, comme je vous disais, c'est pas d'être moralisateur, mais c'est pour surtout de mettre en garde les jeunes, de leur prévenir de certains dangers de la drogue et de leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà un petit peu pour situer. Donc mon parcours dans les drogues a commencé, j'étais un enfant quand j'étais jeune qui faisait énormément de sport. J'ai toujours adoré le football. Ensuite, j'avais fait aussi du tennis. Et j'étais un enfant, voilà, plein de vie, avec une vie normale en Suisse. J'habitais près d'Yverdon, dans la campagne. Pas plus de problèmes que ça. À l'école, ça allait pas mal du tout. Donc, j'avais pas vraiment de problème. Et puis, quand arrivé à environ 14 ans, avec les amis du tennis, avec certaines connaissances, j'ai commencé un petit peu à boire de l'alcool, mais raisonnablement. Je veux dire, j'allais dans des soirées, on a commencé un petit peu à boire, et il y avait quelques excès, mais rien de terrible, quoi. Ensuite, quand j'avais 16 ans, je me suis retrouvé à Lausanne à l'école, et un jour, dans le train, je ne sais pas pourquoi, il y a une personne qui m'a proposé du cannabis. Il m'a dit, est-ce que tu aimerais acheter pour 50 francs de cannabis? Et moi, complètement naïvement, j'avais aucune idée de ce que c'était les drogues, j'avais jamais été confronté à ça. J'ai décidé de lui dire oui. Honnêtement, aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de lui dire oui. Et c'est là que mon expérience avec la drogue a commencé. Donc là, c'est resté très, comment dire ça, c'était pas fréquent, c'était vraiment ponctuel. De temps en temps, je fumais un joint. Voilà. Et puis ensuite, c'est quand que j'ai commencé mon apprentissage de cuisinier à Yverdon, où là, j'avais des collègues de travail qui prenaient des drogues, qui fumaient beaucoup de joints, et c'est là que j'ai commencé à augmenter ma fréquence de consommation de hashish. À ce moment-là, je me rappelle très bien d'une expérience où j'avais été fumer chez un ami. J'ai pris mon vélomoteur et en roulant avec mon vélomoteur, j'ai eu une sensation comme si un petit peu je sortais de mon corps, où j'étais complètement différent. Et c'est vrai que cette expérience a été marquante pour moi parce que c'était un petit peu un sentiment que je recherchais au fond de moi-même depuis longtemps. C'était des réponses sur la vie, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ici. Et c'est vrai que avec ça, j'ai eu quelques réponses à mes questions. Et ça m'a poussé un petit peu à continuer dans cette recherche de solutions. Et à ce moment-là, on était dans les années, c'était quoi, 1988 en Suisse. Et il y a les premières soirées techno qui sont arrivées. À l'époque, ça s'appelait les soirées Space. Et on allait au casino de Montreux. Donc c'était les toutes premières en Suisse. Personne ne connaissait vraiment ce mouvement. Il y avait très peu de personnes qui étaient là, peut-être 700-800 personnes. Moi, j'ai découvert la deuxième parce que mes amis avec qui je fréquentais avaient été à la première soirée à Montreux et m'ont dit c'est une expérience incroyable, tu verras, c'est un truc de fou, il faut que tu viennes avec nous. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'aller avec eux. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé dans une atmosphère qui était complètement ahurissante pour moi. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'avais l'habitude des balles de campagne où l'alcool, les bagarres étaient choses courantes. Et là, je me suis retrouvé dans un endroit où tout le monde était habillé d'une façon excentrique, où tout le monde avait l'air d'être libéré, où tout le monde avait le sourire aux lèvres.
Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai été confronté à une autre drogue. Et cette drogue, qui c'était particulièrement, il y avait presque 7 drogues en soirée à cette époque-là, c'était les extasies. Ecstasy, LSD, c'était les deux choses qui tournaient dans ces soirées. Donc la première soirée, j'ai pris un ecstasy et c'était une expérience qui était très forte, une autre expérience qui m'a marqué beaucoup parce que c'est vrai que c'était un sentiment de liberté, un sentiment de révolte, un sentiment de compréhension de la vie, d'aimer tout le monde, un petit peu comme ce mouvement Peace and Love des années 70 où on retrouvait cet esprit de fête, de convivialité. Et c'est vrai que je suis tombé la tête la première dans ce piège, parce que la première soirée était sympa, la deuxième soirée était similaire, mais avec des effets un petit peu moins puissants, avec un petit sentiment où je n'ai pas retrouvé exactement ce que j'avais trouvé la première fois. Donc on a continué, cette fois j'ai pris 2 extasies, ensuite on a continué le procédé chaque semaine, chaque samedi soir. Je me retrouvais avec mes copains, on allait à Montreux et on faisait les soirées. Et à ce moment-là, on a commencé à augmenter la quantité, on a commencé à prendre d'autres drogues aussi, speed, LSD, etc. Et quand on arrivait à 5 heures du matin, on avait l'impression qu'on était normal, mais au moment que les lumières s'allumaient à la fin de la soirée, ben c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un problème, parce que vous avez des yeux comme ça, vous avez des pupilles complètement dilatées, vous avez des sensations bizarres dans la tête, le son qui continue de tourner, vous êtes encore plein d'énergie, aucune envie de dormir, et c'est à ce moment-là que les afters ont commencé. Donc les afters, c'est en fait la soirée qui se continue dans un local ou d'une manière beaucoup plus privée, beaucoup plus illégale, entre guillemets. Et là, vous commencez à aller en after et les afters durent de plus en plus longtemps. Au début, c'était des afters qui commençaient à 5 heures du matin et qui se finissaient à midi. Et ensuite, les afters se continuent. Et à la fin de mon parcours dans les soirées techno, c'est vrai que c'était pas rare de commencer la soirée le vendredi soir au MAD à Lausanne. Ensuite, on partait à Zurich, à Loxa. On continuait l'after. Ensuite, ça fermait. On partait à Berne, à la Markthalle. Et tout ce processus, en général, se finissait le lundi matin à Neuchâtel. Et donc, vous imaginez bien qu'après 3-4 jours de fête, eh ben, le corps et votre santé en prend un sacré coup, quoi. Je voyais les visages des gens qui m'entouraient, c'est vrai que ça faisait peur. Je me suis retrouvé certains lundis matins sur le quai de la gare à Neuchâtel avec une personne qui parlait à un poteau sur la voie de chemin de fer et il croyait que c'était une personne et il était en train de chercher sa voiture sur le quai de la gare. Donc c'est clair que voilà, après que tous les risques englobaient aussi de rentrer en voiture dans des états. J'ai jamais conduit sous influence, mais c'est vrai que mes amis avaient consommé des drogues, donc on prend aussi d'énormes risques pour sa santé. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faut vraiment quelque chose pour redescendre, parce que vous pouvez vraiment avoir des bad trips, vous pouvez vraiment avoir des sensations qui sont très fortes, des sentiments d'inconfort, de malaise qui sont terribles. Et à ce moment-là, la solution pour moi était l'héroïne, parce que l'héroïne, en prenant une ligne d'héroïne, ça coupait tous les effets des extasies, du LSD et de tout ça. Donc ça fait que j'ai commencé à prendre de l'héroïne et ça a duré pendant quelques temps où j'étais capable de gérer ma consommation d'héroïne, prendre une fois tous les 3-4 jours. Mais avec l'héroïne, ça va très vite. Et peut-être en un mois, je ne pense même pas, je me suis retrouvé à prendre tous les jours de l'héroïne. Et après quelques jours seulement, vous êtes devenu accro à l'héroïne. Le problème de l'héroïne, c'est que ce n'est pas seulement un manque mental, un manque psychologique, mais ça devient vraiment un manque physique. Donc quand vous avez plus d'héroïne, vous avez chaud, vous avez froid, vous avez une sensation très désagréable dans les os, vous avez l'impression que vos os vont se casser. Et là, ma vie est vraiment devenue un enfer. Vous piquez du nez, vous avez plus d'énergie, plus envie de rien faire.
J'étais à la fin de mon apprentissage de cuisinier. J'ai juste réussi à finir mon apprentissage de cuisinier, mais très péniblement. Et ensuite, j'ai été en arrêt de travail. Ensuite, j'ai fait l'armée et aussi l'armée était un cauchemar. J'étais en sevrage plusieurs fois à l'armée. Et à ce moment-là, j'étais encore jeune, c'était en 1993. J'ai décidé, ok, ça suffit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai été voir mon docteur qui m'a dit, c'est un problème qui est compliqué, il faut que vous fassiez quelque chose. Il m'a envoyé voir un psychiatre. Ce psychiatre m'a donné quelques médicaments, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Et après 2, 3 semaines, ce psychiatre m'a dit, ok, maintenant il faut que vous fassiez quelque chose pour votre vie et que vous alliez dans un centre de désintoxication. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé dans son cabinet, il m'a donné en fait un prospectus avec les différentes solutions qu'il y avait pour se sortir des drogues. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à Narconon. Et au centre Narconon, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un centre de réhabilitation non médicalisé qui utilise que des thérapies naturelles. On va utiliser des vitamines, on va utiliser du sauna. Et ensuite, on va réfléchir sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui nous a amené à prendre des drogues? Et moi, ça a été une méthode qui m'a très très bien convenu. Après, il y a d'autres personnes qui s'en sont sorties avec d'autres manières. Mais c'est sûr qu'on arrive à un point où on doit vraiment commencer à réfléchir dans sa vie et se dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc moi, ça a vraiment été la plus belle décision de ma vie, c'est de me dire, OK, il faut que tu arrêtes les drogues, faire face à ce problème, et j'ai pris en main ma vie. Ensuite, j'ai eu une vie qui était vraiment très, très, très bien. J'ai travaillé pendant 3 ans dans ce centre de réhabilitation. Ensuite, j'ai eu des enfants, j'ai une famille merveilleuse, j'ai fait différents travaux. Et tout s'est bien passé pour moi jusqu'en 2019. Et en 2019, suite à différentes déceptions, suite à différents problèmes, différentes choses, j'ai recommencé à consommer un tout petit peu de cocaïne et un petit peu d'alcool. Et très très vite, j'avais presque 50 ans, donc mon corps s'est dégradé très vite. Et là, après quelques mois, donc j'ai décidé que je voulais arrêter. Laura, Ok, ascolti. très bien Laura. Donc oui, aujourd'hui j'ai arrêté. Maintenant, ça fait depuis 2020 que j'ai plus touché aucune drogue. Donc il y a eu à peu près pendant 20 ans que j'ai arrêté les drogues. Et comme je disais à l'instant même, en 2019, j'ai eu une petite rechute. J'ai aussi commencé à consommer de l'alcool trop fréquemment. Et c'est vrai qu'à presque 50 ans, mon corps n'a pas supporté. Et j'ai re-shooté très vite en 3 mois. Et là, j'ai décidé de me prendre en main, de recommencer, de faire une petite révision de ce que j'avais déjà vu sur mon premier programme désintoxication. Et là, maintenant, ça fait 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans que je suis complètement sobre, pas d'alcool, pas de drogue, pas de médicaments. Et c'est vrai que la vie comme ça est complètement incroyable. Donc, le pourquoi de ces vidéos, c'est pour deux choses. C'est un, donner aux jeunes peut-être certains tuyaux qui puissent profiter un petit peu de mon expérience et de ne pas recommettre les mêmes erreurs que moi. Parce que c'est clair que je ne regrette pas forcément ce que j'ai fait, mais c'est une perte de temps et ça a détruit beaucoup de choses dans ma famille, ça a détruit beaucoup de choses avec mes enfants, avec mes amis. Et c'est pour ça que, voilà, je pense que c'est pas... Il y a plus simple, on peut se simplifier dans la vie. Ensuite, le deuxième message, c'est un message d'espoir, parce que c'est clair que c'est pas facile de se sortir des drogues. C'est clair que c'est un combat qui est dur, mais par contre, pour moi, ce n'est pas une maladie incurable, donc on sera toute sa vie toxicomane. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, on a la possibilité de s'en sortir, on a la possibilité de créer une nouvelle vie. Et pour moi, c'est ça mon message. Et c'est ça que j'aimerais transmettre aux personnes. C'est un message d'espoir. C'est qu'on peut y faire quelque chose. Et on peut retrouver sa dignité, on peut retrouver son honneur.
et on peut construire une nouvelle vie. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai aussi beaucoup d'amis qui s'en sont sortis comme moi, et qui maintenant ont des très belles vies, des familles, des sociétés qui marchent très très bien. Mais c'est sûr que j'ai aussi connu des gens qui malheureusement ne s'en sont pas sortis, n'ont pas fait le pas en avant, n'ont pas eu le courage de s'en sortir. Et malheureusement pour eux, ben, ils sont décédés ou ils ont fini en prison ou ils sont toujours, comment dire ça, sous l'emprise de certains produits de substitution tels que la méthadone ou d'autres médicaments, benzodiazépines, antidépresseurs, etc. Donc voilà, pour terminer là, c'est simplement ce petit live pour essayer de, comment dire ça, réconforter certaines personnes. Si des personnes ont des questions, des choses à me demander, des conseils à me demander, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser un commentaire sur mon TikTok et moi je réponds en général à tous les commentaires. Et j'aimerais terminer avec une très belle histoire. C'est que j'ai eu une demande de message privé il y a quelques semaines d'une personne qui m'a demandé de l'aide parce qu'elle fumait des joints et elle voulait arrêter de fumer. Donc après une petite discussion, quelques conseils, quelque chose dont je lui ai parlé, très peu de choses, hein. Et c'est ça qui fait la beauté des choses, c'est que de temps en temps, un simple mot, un simple message peut faire le déclic et permettre à une personne d'arrêter. Et elle m'a répondu, c'était quoi, il y a 2 jours, comme quoi elle m'a dit, ben voilà, ça fait quelques jours que j'ai complètement arrêté de fumer, j'ai plus pris aucune drogue. Voilà. Et comme quelqu'un le dit très bien dans le chat, c'est vrai qu'il faut de la volonté. C'est pas quelque chose de facile, il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas une pilule magique, il n'y a pas un programme magique. C'est simplement la volonté, le courage, avoir le courage de se regarder en face dans un miroir et de se dire, voilà, c'est pas ça la vie que je veux. Ce que je veux, c'est avoir une vie meilleure et je veux changer. Et c'est vrai que là, ça c'est la première décision à prendre. Et tant que cette décision n'est pas prise, on ne pourra jamais s'en sortir. Une fois que la décision est prise, c'est clair que le chemin peut être long, le chemin peut être semé d'embûches, mais c'est possible et je vous promets que ça en vaut la peine. Voilà, donc merci de votre attention et puis à bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Bye bye.